À 13 ans, mes parents m'ont affamé en disant « Tu ne mérites pas de manger si tu ne peux pas payer ». Ensuite, ils ont essayé de m'extorquer un loyer à 15 ans, alors j'ai appelé les services de protection de l'enfance et j'ai ruiné leur vie. Je publie ceci, parce que je sais qu'il y a sûrement un gamin quelque part, en train de manger des biscuits dans sa chambre, pendant que ses parents commandent sur DoorDash dans la pièce d'à côté, et ils pensent que c'est simplement ça, la vie. Ce n'est pas le cas. S'ils gardent la tête froide, et qu'ils font preuve de patience, ils ne pourront pas se cacher éternellement. Moi, un garçon de 17 ans, j'ai des parents qui n'avaient qu'un seul et unique talent à eux deux, donner l'impression qu'ils géraient parfaitement leur vie. Mon père vendait des appareils médicaux, il gagnait bien sa vie, avait une voiture de fonction, et un compte de frais professionnel qu'il traitait comme son distributeur automatique personnel. Ma mère ne travaillait plus depuis des années, mais, d'une manière ou d'une autre, elle avait toujours des ongles impeccables, et une collection sans cesse renouvelée de coussins achetés chez HomeGood. De l'extérieur, nous ressemblions à une solide famille de la classe moyenne, installée dans la banlieue de Charlotte. Toute cette illusion s'est brisée, la semaine de mes 13 ans. Je suis rentré de l'école, car j'avais besoin de fournitures pour un projet d'histoire. Du carton pour affiches, des feutres, les trucs habituels. Ma mère était sur le canapé, en train de faire défiler l'écran de son téléphone, à côté d'une pile de sacs de courses venant de chez TJ Maxx. Je lui ai demandé si elle pouvait m'emmener chez Walmart, et, elle n'a même pas levé les yeux. Elle a juste dit que j'étais assez grand, pour me débrouiller tout seul. Elle et mon père avaient décidé, que je devais apprendre comment fonctionnait le monde réel. Ensuite, elle m'a sorti tout un discours, sur le fait que les enfants de mon âge dans d'autres pays soutenaient des familles entières, et que les enfants américains étaient faibles, parce que les parents les couvaient, au lieu de forger leur caractère. En l'espace d'un mois, ils ont arrêté de me donner de l'argent pour le déjeuner. Puis, pour les fournitures scolaires, et enfin, pour les vêtements. Le message était toujours le même. J'étais pourri gâté. Ils ne géraient pas une œuvre de charité. Et pourtant, nous n'étions pas pauvres. Mon père gagnait dans les 6 chiffres, lors d'une bonne année. Ils sortaient dîner au restaurant 3 ou 4 fois par semaine. Ils avaient l'argent. Ils avaient simplement décidé, que je ne valais pas la peine qu'on dépense cet argent pour moi. Alors, je me suis adapté. J'ai trouvé des petits boulots, j'ai lavé des voitures pour 10 $, nettoyé des gouttières pour 20, j'ai compris comment préparer des nouilles ramen de 6 manières différentes, et j'ai découvert quelle station-service sur la route 4 vendait des sandwichs de la veille pour $1. Après 20 heures. J'ai acheté mes propres chaussures, au magasin Goodwill sur le boulevard MLK. Entré en classe de 4e, avec des baskets soldées et éraflées, pendant que votre mère conduit une Lexus en location, cela fait quelque chose à votre cerveau, dont on ne guérit jamais complètement. Un jour en octobre, j'ai demandé un stylo supplémentaire à une professeure, et elle m'a regardé comme si j'étais pitoyable. Ce regard m'a brûlé, bien plus que d'avoir faim. Je n'ai plus jamais rien demandé à un professeur. Mon père adorait jouer le rôle du père modèle, devant un public. Lors des barbecues de quartier, il me tapait sur l'épaule, et se vantait de la façon dont j'apprenais la valeur de l'argent. Il disait à son copain Phil, que le problème avec les jeunes d'aujourd'hui, c'était que les parents leur donnaient tout sur un plateau, et que lui, il élevait un homme, pas un assisté. Ce discours était généralement prononcé, en tenant un jus pressé à froid à 12 $, juste à côté d'une glacière remplie de steaks importés. Le mec avait convaincu tout le quartier, qu'il était le père de l'année. Et si vous osiez remettre en question cette comédie, vous étiez immédiatement exclu du cercle social. Ce qui a vraiment scellé les choses pour moi, c'est le jour de Thanksgiving, cette année-là. Il recevait à la maison. Ma mère a dépensé 300 $ pour un festin, qui aurait pu nourrir 20 personnes. De la dinde, du jambon glacé, 4 tartes différentes. Je connais le montant exact, parce que j'ai vu le reçu de chez Costco sur le comptoir, et que je l'ai mémorisé. Je me suis assis à cette table, en mangeant de la nourriture payée par mes parents, et j'ai réalisé que c'était le premier vrai repas qu'ils m'offraient depuis des semaines. Ils étaient prêts à dépenser n'importe quelle somme, pour faire bonne impression devant un public. Mais nourrir leur propre enfant un mardi ordinaire, ça, c'était mon problème. J'ai commencé à prendre des notes, cette nuit-là. Juste un carnet à spirale bon marché, venant du magasin à $1. Mais j'y ai noté les dates, ce qu'ils achetaient pour eux-mêmes, ce qu'ils n'achetaient pas pour moi, et chaque conversation, où ils me disaient de gérer mes propres dépenses.
Je ne savais pas encore ce que je ferais de ces notes. Je savais juste qu'un jour, le fossé entre ce qu'ils prétendaient être, et ce qu'ils étaient réellement, aurait de l'importance. Et quand ce jour arriverait, j'aurais des preuves. Il y a eu une nuit vers cette époque, peut-être 3 semaines après que tout ça ait commencé, où je mangeais du riz nature dans la cuisine vers 22 heures, et ma mère est entrée pour prendre de l'eau. Elle s'est tenue au comptoir, m'observant pendant une seconde. Puis, elle a ouvert le réfrigérateur, en a sorti un reste de poulet de leur dîner, et a posé le récipient sur la table, juste à côté de moi. Elle n'a rien dit, elle est simplement retournée dans sa chambre. Mon père ne l'a jamais su. Cela m'a plus troublé que ça ne m'a aidé, honnêtement, parce que ça signifiait qu'elle savait. Elle savait que c'était mal, et pourtant, elle le faisait quand même. Tous les autres jours, sauf quand la culpabilité l'atteignait sous le bon angle. À 14 ans, j'avais un travail stable dans un petit atelier de réparation de moteurs, près du parc industriel, à la sortie de l'autoroute 51. J'ai commencé par balayer les sols et organiser les bacs de pièces après l'école, j'ai gagné la confiance du propriétaire, et, en l'espace de quelques mois, je faisais du vrai travail, sous sa supervision. Il ne posait pas beaucoup de questions personnelles, mais il remarquait des choses. Il a remarqué que j'arrivais le ventre vide la plupart du temps, et, il a commencé à garder une boîte de barres de céréales et des bouteilles d'eau dans l'arrière-salle, sans en faire toute une histoire. Il a remarqué que mes vêtements devenaient trop petits pour moi, parce que je grandissais, et que je ne remplaçais rien. Un jour, il a laissé sur mon établi un sac de vêtements trop petit de son neveu, sans aucun mot. Il me payait en espèces au début, puis, il m'a fait passer à une vraie fiche de paie quand j'ai eu 15 ans, et que j'ai obtenu mon permis de travail. 12$ de l'heure, 15 heures par semaine pendant l'école, et plus pendant l'été. Ce n'était pas une fortune, mais c'était à moi. Et, j'ai gagné chaque dollar, avec de la graisse sous les ongles. J'ai gardé chaque reçu. Chaque fiche de paie allait dans un dossier, que je cachais dans la doublure de mon sac à dos. J'ai ouvert un compte courant dans une coopérative de crédit de l'autre côté de la ville, et non à la banque de mes parents, en utilisant ma carte d'étudiant, ainsi qu'une copie de mon acte de naissance, que j'avais trouvé dans un classeur pendant que mes parents étaient sortis. La coopérative de crédit proposait un programme de compte pour les jeunes, qui ne nécessitait qu'une pièce d'identité valide, et un dépôt minimum de 10$. Le compte était uniquement à mon nom. J'ai mis en place le dépôt direct via l'atelier, et, je n'ai jamais mentionné un seul mot de tout ça à la maison. Mon voisin, Vince, est devenu l'autre pilier de ma vie, pendant cette période. Un entrepreneur en électricité à la retraite, au début de la soixantaine, un ancien de l'armée. Il a remarqué que je partais au travail avant l'aube, et que je rentrais après la tombée de la nuit. Un samedi, il s'est approché pendant que je réparais ma chaîne de vélo, et, il a simplement posé un sac de course par terre, à côté de moi. Pas de grands discours, pas de regard de pitié, juste du pain, de la charcuterie, des pommes, et des barres protéinées. J'ai failli craquer, juste là dans l'allée, mais j'ai tenu le coup, parce que c'est ce que je m'étais entraîné à faire. Vince m'a laissé ranger mes outils et mes papiers importants dans sa cabane, après que mes parents ont commencé à fouiller ma chambre. Et ce fut le premier véritable passage, entre la négligence, et le fait qu'ils s'en prennent activement à moi. Je suis rentré du travail un mercredi, et j'ai trouvé mon père assis à la table de la cuisine, avec mon carnet de budget ouvert devant lui. Il avait fouillé dans mon bureau, trouvé mes dossiers, et, il voulait savoir pourquoi j'avais plus de 2000$ d'économie. Il tapotait le carnet, comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction dans un procès. 2000$. Tu as thésaurisé de l'argent, pendant que cette famille saigne. J'ai dépensé la majeure partie pour l'école et les cartes de bus. Ne m'insulte pas. Où est le reste? J'ai soutenu son regard, et je n'ai rien dit. Il ne pouvait rien prouver, parce que j'avais déjà transféré mes vraies économies vers la coopérative de crédit. Après ça, tous les documents importants sont allés chez Vince. Oui, j'ai dû faire confiance à un étranger, parce que ma famille était à ce point néfaste. Dans un coffre-fort inifugé qu'il m'a donné depuis son propre garage, mes fiches de paie, mes registres de budget, des captures d'écran de leurs dépenses, tirées du compte Amazon familial. Des photos de l'historique de leurs commandes d'ordage qui s'empilaient dans la poubelle de la cuisine, tandis que mon étagère dans le réfrigérateur ne contenait qu'un pot de beurre de cacahuète à moitié vide, et quelques tranches de fromage américain qui devenaient rassis. J'ai aussi commencé à faire de petites réparations électroniques sur le côté, réparant des écrans de téléphone fissurés,
et des ports de charge cassés, pour les jeunes de l'école. 10 $ pour un changement d'écran, 15 pour un port de charge. Ce n'était pas une somme énorme, mais ça ajoutait une centaine de dollars par mois, dont mes parents ne savaient absolument rien. Chaque dollar allait directement sur le compte de la coopérative de crédit. L'école était une épreuve en soi. Mes notes ont chuté de manière drastique, parce que je fonctionnais à vide. Je travaillais jusqu'à 21 h, je rentrais à la maison, je faisais mes devoirs jusqu'à minuit, puis, je me traînais hors du lit à 6 h du matin. J'ai échoué à un contrôle de maths pour la première fois de ma vie, puis, j'en ai raté un autre. Mon professeur d'atelier, un ancien de la marine, a remarqué que je m'endormais en classe, et il m'a pris à part. Tu as perdu près de 4 kilos depuis septembre. Je peux le voir sur ton visage. Que se passe-t-il à la maison? Je lui ai donné une version partielle. Il n'a pas insisté pour connaître le reste. Il a commencé à me laisser utiliser sa salle de classe pendant mes heures libres, pour rattraper mes devoirs, et, il m'a mis en contact avec le programme de tutorat gratuit de l'école. Il a aussi commencé à garder un œil sur moi, d'une manière qui me semblait protectrice sans être étouffante, en vérifiant mon assiduité, en surveillant mon poids, et en notant des choses dans ses propres dossiers. Pendant ce temps, mes parents perfectionnaient leur image publique, comme si c'était un sport. À l'église chaque dimanche matin, au premier rang, avec des tenues assorties. Mon père a rejoint le conseil d'administration du syndicat de copropriété. Ma mère s'est portée volontaire à la foire aux livres de l'école, et elle a publié des messages à ce sujet sur Facebook, comme si elle sauvait le monde. De l'extérieur, ils avaient l'air des parents de l'année, pendant que je mangeais du riz avec de la sauce piquante pour le dîner, 3 soirs par semaine. J'ai commis une erreur à cette époque, qui m'a vraiment coûté cher. J'ai laissé mon téléphone déverrouillé sur le comptoir de la cuisine pendant que j'étais aux toilettes, et ma mère a vu un SMS de mon patron, concernant mon prochain emploi du temps. Cela mentionnait mon taux horaire, ainsi que mes revenus mensuels estimés. Elle l'a dit à mon père le soir même. Ils m'ont assis à la table de la cuisine, et m'ont dit que, puisque je gagnais un salaire d'adulte, je devais commencer à me comporter comme un membre adulte de la maison. Ils voulaient 400 $ par mois. J'avais 15 ans. Mon père avait tapé un véritable document sur son ordinateur portable, l'avait imprimé sur du papier blanc standard, avec un en-tête indiquant, en gras, accord de contribution au foyer. 400 par mois, plus une part des charges. Effectif immédiatement, avec une ligne de signature en bas et un espace pour la date. Il me l'a tendu avec un stylo à billes, comme s'il s'agissait d'un accord commercial normal, et non d'un homme adulte essayant de racketter son propre enfant. Mais voici la partie qui a vraiment fait mal. Parce que ma mère avait vu le SMS, elle lui a aussi parlé de mon travail à côté, les réparations électroniques, ce qui fait que les jeunes de l'école ont découvert que j'avais été démasqué. Et quelques-uns ont arrêté de m'apporter leur téléphone, j'ai perdu peut-être la moitié de ces revenus complémentaires du jour au lendemain. Non pas à cause d'une erreur de ma part, mais parce que le commerce de réparation de téléphone d'un jeune de 15 ans ne survit pas. Quand les gens pensent que vos parents pourraient débarquer pour poser des questions, ça pique. J'ai fait le calcul de leur demande de loyer, pendant qu'ils m'observaient. Entre l'atelier et ce qu'il restait de mes petits boulots, je gagnais peut-être 600 $ lors d'un bon mois, après impôts. 400 de loyer, plus les charges, cela me laisserait moins de 150 $ pour la nourriture, les vêtements, les fournitures scolaires, et tout le reste, que mes parents avaient cessé de payer depuis des années. C'était tout simplement impossible. Je leur ai dit que j'avais besoin de quelques jours, pour y réfléchir. Mon père a claqué le stylo sur la table. Quelques jours? Les vrais hommes n'ont pas besoin de quelques jours, pour aider leur propre famille. La voix de ma mère s'est brisée, exactement au bon moment, nous t'avons tout donné, et tu ne peux même pas faire cette petite chose. Vous venez de refaire la salle de bain, ai-je dit. Un pommeau de douche est fait puis, du nouveau carrelage. Vous n'êtes pas en difficulté. Ça les a fait taire, juste assez longtemps pour que je puisse aller dans ma chambre, et verrouiller la porte. J'ai appelé mon patron ce soir-là. Il m'a écouté sans m'interrompre, ce qui était son genre. Et quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant une seconde. Gamin, tu as besoin de quelqu'un avec un diplôme de droit, pas d'une clé à molette. Cette seule phrase a tout changé. Le lendemain après l'école, je suis allé à la bibliothèque publique du centre-ville, et j'ai utilisé leur ordinateur, pour chercher une aide juridique dans le comté. J'ai appelé 3 numéros, et je suis tombé sur des boîtes vocales,
des menus automatisés, et une ligne déconnectée. Le 4e numéro m'a mis en contact avec une réceptionniste, qui a dit que les mineurs ne pouvaient pas demander de service sans la présence d'un parent ou d'un tuteur légal, et elle a raccroché, avant que je ne puisse m'expliquer. J'ai failli abandonner sur le champ, mais j'y suis retourné le lendemain, j'ai appelé le même numéro, j'ai demandé à parler à un superviseur, j'ai été transféré 2 fois, j'ai patienté en ligne pendant 40 minutes, et, finalement, j'ai réussi à joindre une femme au bureau de l'assistance juridique du comté. Elle était vive, directe, et clairement ensevelie sous une charge de travail, qui aurait pu remplir un entrepôt. Elle m'a posé des questions précises, quel âge j'avais, dans quel état nous vivions, ce que mes parents me fournissaient, comparé à ce qu'ils ne me donnaient pas. Quand j'ai décrit le contrat de loyer, son ton a changé. Elle m'a expliqué les bases. Les parents en Caroline du Nord ont l'obligation légale de fournir nourriture, abri, vêtements, et soins médicaux jusqu'à l'âge de 18 ans. Ils ne peuvent pas faire payer un loyer à un adolescent de 15 ans. Elle m'a dit de continuer à tout documenter, et qu'elle allait rédiger une lettre officielle, exposant leur obligation légale. Elle m'a aussi dit très clairement qu'elle avait des dizaines d'affaires en cours, et qu'elle ne pourrait pas être mon avocate personnelle. Il y aurait des périodes où elle ne serait pas disponible. Je devais être réaliste à ce sujet. La lettre est arrivée par courrier recommandé, 4 jours plus tard. Je n'étais pas à la maison quand elle est arrivée, mais je l'ai su à la seconde où j'ai franchi la porte d'entrée, car l'air dans la maison semblait différent. Mon père était assis à la table de la cuisine, la lettre dépliée devant lui, et ses mains posées à plat sur la surface, les jointures blanches. Ma mère se tenait derrière lui, les bras étroitement croisés, les yeux rougis. Mon père n'a pas crié. C'était bien plus effrayant que de crier. Il a parlé d'une voix basse, et parfaitement contrôlée. « Tu as impliqué un avocat, dans notre famille. » Je n'ai pas répondu. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. » Ma mère a ajouté que les gens finiraient par le découvrir, et penseraient qu'ils étaient de terribles parents. Je suis resté planté là, avec mon sac à dos toujours sur les épaules, j'ai soutenu le regard de mon père jusqu'à ce qu'il détourne les yeux, puis, je suis parti dans ma chambre. J'ai pu les entendre se disputer à travers les murs pendant 2 heures, s'accusant mutuellement d'avoir laissé les choses aller aussi loin. Le contrat de loyer a discrètement disparu du comptoir de la cuisine. Mais la guerre ne faisait que commencer. Mon père a installé un cadenas à clé sur le garde-manger, dans la semaine qui a suivi. Seul lui et ma mère avaient les clés. Le réfrigérateur restait ouvert, mais ils ont commencé à n'acheter que des ingrédients crus, qui nécessitaient des produits du garde-manger verrouillés pour être réellement cuisinés. Par exemple, des crevettes surgelées ne servent à rien, si vous ne pouvez pas accéder à l'huile, à l'assaisonnement, ou au riz. Il y avait bien de la nourriture dans la maison, mais elle m'était totalement inutile, et il pouvait montrer du doigt un frigo bien rempli, si jamais quelqu'un posait la question. Ils surveillaient mon emploi du temps comme des rapaces. Ma mère a commencé à appeler l'atelier pour vérifier mes horaires, en faisant passer cela pour une maman inquiète, veillant sur son fils travailleur. Mon patron a joué le jeu, mais il m'a pris à part après le 3e appel. Ta mère a encore appelé. Elle voulait savoir si tu avais travaillé samedi dernier, et combien tu avais gagné. Je lui ai dit que tu avais balayé les sols pendant quelques heures. Elle est à la pêche aux infos. Gamin, fais attention. Il fouillait ma chambre au moins 2 fois par semaine. Je le sais, parce que j'ai commencé à laisser des mouchards. Une mèche de cheveux en travers d'un tiroir, un stylo posé sous un angle bien précis. Les mouchards étaient déplacés à chaque fois. Ensuite, mon père a annulé mon assurance maladie, en ne payant plus la prime du forfait familial. Je l'ai découvert, quand l'infirmière de l'école n'a pas pu traiter une consultation, pour une toux qui ne passait pas. Cette même semaine, quelqu'un a crevé les pneus de mon vélo à l'atelier, pendant la nuit. Les images des caméras de sécurité étaient trop sombres, pour identifier qui que ce soit. Remplacer ces pneus m'a coûté $60, dont j'avais besoin pour me nourrir. J'ai essayé d'appeler mon contact à l'aide juridique concernant l'assurance. Je suis tombé sur sa boîte vocale, pendant 3 jours consécutifs. Le 4e jour, je l'ai enfin jointe. Elle avait été au tribunal toute la semaine, pour une autre affaire. Elle a envoyé une lettre, et mes parents ont rétabli l'assurance dans les 9 jours. Mais ces 3 jours de silence radio quand j'avais besoin d'aide, ça m'a presque brisé. C'était la première fois que je comprenais vraiment que personne n'allait venir me sauver,
selon un planning qui s'adaptait à ma vie. Vince m'a conduit à l'atelier tous les matins pendant 2 semaines, pendant que mon vélo était en panne. Mais Vince avait ses propres problèmes. Sa femme était dans une résidence assistée, atteinte de démence, et, certaines semaines, il avait lui-même du mal à tenir le coup. Il y a eu des jours où il m'a déposé, et je pouvais voir qu'il avait pleuré. J'ai commencé à marcher les 5 kilomètres pour aller au travail les jours où il avait l'air d'aller mal, même si cela impliquait d'arriver en retard. Lors de ces marches, je m'arrêtais dans une station-service, et l'employé a commencé à me glisser parfois un sandwich supplémentaire, sans dire un mot. Bref, le coup le plus dur a été de rentrer à la maison un vendredi, et de découvrir que mon père avait de nouveau fouillé ma chambre, trouvant cette fois un disque dur de sauvegarde, contenant des copies de ma documentation. Il était assis à la table de la cuisine, avec le disque devant lui. « Tu gardes des dossiers sur tes propres parents. » Sa voix était de glace. Comme si nous étions des criminels. Ce sont des projets d'école. Il s'est penché en avant. Ne me mens pas. J'ai lu tous les fichiers sur ce truc. Supprime tout ça ce soir, ou je te prends ton téléphone, ton ordinateur portable, et tu pourras les récupérer, quand tu te souviendras de qui paie le toit au-dessus de ta tête. Il les a pris. Tout. Le téléphone, l'ordinateur portable, parti pendant 2 semaines. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les choses importantes étaient sauvegardées sur le cloud, et stockées chez Vince, mais, j'ai tout de même perdu environ 3 semaines de documentation récente, que je n'avais pas encore transférée. Ça, c'était ma faute. J'étais devenu paresseux, et cela m'a coûté une belle part de preuves. Après ça, j'ai fait des sauvegardes quotidiennes, en utilisant les ordinateurs de la bibliothèque. Mais cette lacune dans ma chronologie m'a tracassé pendant des mois. Ensuite, mon père a été renvoyé. Pas licencié économiquement. Renvoyé pour faute. Quelque chose à propos de notes de frais falsifiées, ce qui collait parfaitement avec un gars, qui avait gonflé son style de vie sur le papier depuis des années. Soudainement, notre foyer était réduit à un seul revenu, le petit boulot à mi-temps de ma mère dans la vente, et une hypothèque, qui nécessitait de vrais salaires. Mon père a dilapidé leurs économies en 6 semaines. Je le sais, parce que ma mère a laissé le relevé bancaire sur l'imprimante, et que j'ai photographié chaque page. Ma mère était différente, pendant cette période. Plus silencieuse. Je l'ai surprise assise à la table de la cuisine un matin, fixant le vide. Et quand elle m'a remarqué, elle a dit « Ce n'est pas ce que je voulais ». Pas pour m'adresser la parole, exactement, mais plutôt, comme si elle le disait à voix haute pour la première fois. Ensuite, elle s'est levée, et a commencé à faire du café, comme si rien ne s'était passé. Mais je l'ai entendu, et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Mon père a débarqué à l'atelier un après-midi. Sans prévenir. Il est passé directement devant mon patron, et s'est rendu dans la zone de service où je travaillais. Tu te prends pour un grand homme, maintenant? Gagner de l'argent, garder des secrets pour ton propre père? J'ai gardé les mains sur le moteur, et, je n'ai pas levé les yeux. Je me tue à la tâche dehors, à essayer de garder un toit au-dessus de ta tête, et toi, tu es là à jouer au mécanicien, comme si tu ne nous devais pas un centime. Tu es un parasite. 2 clients se tenaient à environ 2 mètres. L'un d'eux avait sorti son téléphone. Mon patron s'est interposé entre nous. Vous devez partir maintenant. C'est mon enfant. J'en ai tout à fait le droit. Vous avez le droit de franchir cette porte, avant que je n'appelle la police. Choisissez. Mon père a renversé ma boîte à outils d'un coup de pied en sortant. Des douilles et des clés se sont éparpillées sur le sol en béton. Mon patron a déposé un rapport de police, cet après-midi-là. La campagne de dénigrement a commencé la semaine suivante. Mon père a raconté aux gens de l'église que j'étais un adolescent à problème, manipulé par une influence extérieure. Ma mère a soutenu son histoire. Elle le faisait toujours en public, quels que soient ses doutes en privé. Cela a fonctionné sur certaines personnes. Quelques voisins ont cessé de me saluer de la main, mais, mon professeur d'atelier a remarqué le changement, et, il a commencé à documenter ce qu'il voyait. Mon poids qui continuait de baisser, les cernes sombres, le fossé entre l'histoire publique de mes parents, et ce qui était évident pour quiconque y prêtait vraiment attention. Il a signalé ses inquiétudes par les canaux appropriés, ce qui a déclenché une procédure de signalement obligatoire en vertu de la loi de l'État. Je l'ai découvert,
quand l'assistante sociale a appelé sur mon portable, 2 jours plus tard. L'assistante sociale était débordée et fonctionnait en pilote automatique. Mon dossier était sans doute l'un des 40, empilé sur son bureau. Elle a programmé une visite à domicile et m'a dit de préparer ma documentation. J'ai passé cette semaine à me préparer. Chaque photo, reçue, capture d'écran et entrée de carnet daté est allée dans un classeur à 3 anneaux, organisé par date. La moitié de ma documentation n'y a jamais figuré. L'imprimante de la bibliothèque a été en panne pendant des jours, et j'ai fini chez un FedEx, dépensant $18 de mon propre argent, pour imprimer la preuve que mes parents refusaient de me nourrir. J'étais pratiquement livré à moi-même, sur ce coup-là. Mes parents ont mis en scène la maison comme pour une agence immobilière, nettoyé de fond en comble chaque pièce, rempli le réfrigérateur, et enlevé le cadenas du garde-manger. Mon père portait une chemise boutonnée, et utilisait sa voix de vendeur. Et, honnêtement, la première visite ne s'est pas très bien passée pour moi. L'assistante sociale a vu une maison propre, un frigo plein, et 2 parents jouant leur rôle à fond. Elle a pointé du doigt les trous de vis là où se trouvait le cadenas, et mon père n'a pas perdu une seconde. On a eu un problème de rongeurs au printemps dernier. Des écureuils sont entrés dans le garde-manger par le grenier. Nous l'avons scellé, mais les trous sont toujours là. Je comptais justement reboucher ça. Elle a pris note, sans insister. Mes parents ont débité des détails sur mon emploi du temps scolaire. Suffisamment proche de la réalité pour paraître crédible. Mais inexact sur toute la ligne. L'assistante sociale a dit que l'affaire resterait ouverte, et qu'elle reviendrait dans 3 semaines, mais, son ton indiquait clairement qu'elle cochait simplement une case, avant de passer à la maison suivante sur sa liste. Je suis allé dans la cabane de Vince après cette visite, et j'ai frappé un établi, jusqu'à ce que mes jointures saignent. 3 années à conserver des dossiers, et le système regardait la cuisine propre de mes parents, en haussant les épaules. Vince m'a trouvé là 20 minutes plus tard, m'a bandé la main sans un mot, et m'a dit, une seule visite ne clôt pas une affaire. Tu le sais. Il avait raison, mais, ça ne donnait pas cette impression, ce soir-là. Après la visite, mes parents ont maintenu leur performance, pendant environ 10 jours. Ensuite, les vieilles habitudes ont refait surface. Le cadenas n'a pas été réinstallé, mais, ma mère a commencé à acheter de la nourriture à laquelle j'étais allergique, en prétendant avoir oublié. Mon père a repris ses interrogatoires nocturnes sur mes revenus, exactement là où il s'était arrêté. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Le contrôle était tout leur système de fonctionnement. Je suivais leurs finances, à travers les relevés bancaires que ma mère continuait de laisser sur l'imprimante. Les dettes de cartes de crédit grimpaient rapidement. Les chèques de chômage de mon père couvraient à peine les paiements minimums. Ils étaient peut-être à 4 mois de faire défaut sur leur hypothèque, et bien trop fiers pour l'admettre. À peu près à la même période, j'ai aussi commencé à contacter discrètement la famille élargie. J'ai envoyé un long texto à mon cousin, lui expliquant ce qui se passait réellement. Il m'a rappelé 1 heure plus tard. Je ne sais pas, mec. Ton père a l'air plutôt normal, lors des réunions de famille. Tu es sûr que tu n'es pas juste contrarié par les règles? Ça a fait mal, mais, il a accepté de garder les yeux ouverts. Je voulais juste qu'une seule personne entende ma version des faits. Ma mère a montré une autre faille dans son armure, vers cette époque. Je faisais mes devoirs à la table de la cuisine, tard un soir, et elle est entrée pour prendre de l'eau. Elle est restée là 1 minute, puis, a dit doucement, « Ton père n'a pas toujours été comme ça. » Je n'ai pas répondu. Elle a ajouté, « Je ne sais pas quand ça a changé. » Puis elle est allée se coucher. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était pas suffisant, mais, c'était quelque chose d'authentique, venant d'une femme qui avait passé des années, à jouer la comédie aux côtés de mon père. La visite surprise a eu lieu un mardi. Alors que mon père était à un entretien d'embauche, et que ma mère s'était portée pâle au travail, l'assistante sociale a trouvé ma mère à la maison en pyjama à 14 heures, avec un frigo vide, un garde-manger revenu au néant, et la porte de ma chambre retirée de ses gonds. Mon père l'avait enlevé le week-end précédent, en guise de punition pour mon attitude. Pas de porte, ça signifiait aucune intimité. Aucun moyen de me changer, sans être visible depuis le couloir. L'assistante sociale a regardé les gonds vides. « Où est la porte de votre fils, madame ?» Les yeux de ma mère ont fui. Mon mari. Elle était voilée.
Il l'a enlevée pour la réparer. Quand? La semaine. La semaine dernière, je crois. Et le garde-manger. La dernière fois que je suis venu, il était plein à craquer. C'est juste que nous ne sommes pas encore allés faire les courses, cette semaine. L'assistante sociale n'a pas débattu. Elle a simplement photographié la porte manquante, le garde-manger vide, le contenu du frigo. Tout ce dont elle avait besoin, se trouvait juste là, sous ses yeux, sans que la comédie ne vienne brouiller les pistes. Elle m'a appelé plus tard, et son ton était complètement différent. Elle m'a annoncé que la situation allait être portée au niveau supérieur. Cette nuit-là fut la pire de toutes. Mon père est rentré à la maison, et ma mère lui a parlé de la visite. J'étais dans ma chambre sans porte, et je l'écoutais passer du calme plat à une éruption volcanique, en l'espace de 30 secondes. Il a dévalé le couloir comme une tempête, le visage rouge, les veines saillantes dans le cou. « C'est toi qui as fait ça. » Sa voix tremblait. « Tu as fait entrer le gouvernement dans ma maison. » Je n'ai rien dit. À la seconde où tu auras 18 ans, tout ce que tu possèdes ira sur la pelouse. Tu es mort pour moi. Je l'ai regardé, et je ne lui ai montré aucune émotion. Le silence était la seule chose que mon père ne pouvait pas combattre. Il a attrapé ma chaise de bureau, et l'a projetée contre le mur de plâtre, assez fort pour y faire un trou béant. La poussière de plâtre restait suspendue dans l'air. Puis, il est resté là, respirant bruyamment, fixant le trou qu'il venait de faire. Et pendant peut-être 2 secondes, son visage a fait quelque chose que je n'avais jamais vu. Cet éclair de quelque chose, qui ressemblait presque à de l'horreur envers lui-même, comme s'il pouvait voir ce qu'il était devenu de l'extérieur, pendant une brève seconde. Puis, ça a disparu. Il est sorti en trombe par la porte d'entrée, et n'est pas revenu avant des heures. Le lendemain matin, j'ai montré le mur fissuré à Vince. Il l'a photographié, avec horodatage. J'ai réussi à joindre mon contact à l'aide juridique. Elle m'a rappelé le jour même, pour une fois, et m'a dit de déposer un rapport de police. L'agent de police qui a pris ma déclaration était jeune, et, visiblement mal à l'aise, mais il a enregistré le rapport. 3 jours plus tard, mes parents ont joué leur dernière carte. Mon père est venu me voir, avec un nouvel accord. Un langage plus doux, cette fois-ci. Pas de loyer, juste une contribution volontaire de 200 par mois, pour les courses. Voix calme, discours répété. Ma mère se tenait derrière lui, mais elle n'approuvait pas de la tête. Elle restait juste plantée là, les bras croisés, fixant le sol. J'ai sorti mon propre document, 3 pages, principalement rédigé par moi-même, en utilisant un modèle que mon contact à l'aide juridique m'avait donné, parce qu'elle était de nouveau retenue au tribunal. Il exposait chaque incident documenté, des 3 dernières années. Privation de nourriture, garde-manger cadenassé, annulation d'assurance, harcèlement sur le lieu de travail, destruction de biens. Il stipulait qu'il devait fournir tout le soutien légalement requis, sans aucune condition. Que mes revenus resteraient intouchables, et que toute violation serait signalée immédiatement. Mon père a lu la première page, et son visage est passé par au moins 6 expressions différentes. Ma mère s'est mise à pleurer, pas les pleurs de comédie, les vrais, ceux où vos mains tremblent, et où votre respiration se brise. Mon père a refusé de signer. Il a repoussé le document sur la table. Je préfère perdre la maison, plutôt que de laisser mon propre enfant me dicter ses conditions. Ma mère l'a dévisagé, et c'est là que toutes ces petites failles, le reste de poulet à minuit, ce n'est pas ce que je voulais, ton père n'a pas toujours été comme ça, ont finalement éclaté au grand jour. Sa voix était plate, d'une stabilité absolue. Signe-le. Tu prends son parti, maintenant? Je prends le parti où je ne perds pas tout, parce que tu es incapable de t'arrêter. Elle a fait une pause. Ça fait 3 ans que je te suis là-dedans, et regarde où nous en sommes. Signe ce papier. Un silence s'est abattu sur la cuisine. Mon père l'a regardé, comme s'il voyait quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Puis, il a pris le stylo. Ils ont tous les deux signé. J'ai photographié chaque page, et j'ai envoyé des copies à mon contact à l'aide juridique et à Vince, avant même que mes parents n'aient quitté la cuisine. Ensuite, je suis allé dans ma chambre, je me suis assis sur mon lit, et j'ai fixé le trou que mon père avait fait dans le mur. La poussière de plâtre était toujours sur la moquette.
Je ne l'avais pas nettoyée, parce que je la voulais là. Une preuve que l'on pouvait toucher. Le mur était réel. Le trou était réel. Et le document qu'il venait de signer, était la chose la plus réelle dans cette maison. Les gens pensent que la vengeance, c'est un moment précis. Un claquement de porte, un micro qu'on lâche, une seule phrase dévastatrice. Non, la vraie vengeance est un système. Des mois de patience, qui transforment le propre comportement de quelqu'un, en l'arme qui finit par le détruire. Mes parents ont signé cet accord, en décembre. En mars, j'avais 3 mois de conformité documentée, et 3 mois de fissures apparentes, parce qu'ils ne pouvaient pas changer qui ils étaient. Le contrôle et la gestion de leur image, étaient ancrés en eux. La recherche d'emploi de mon père, ne menait nulle part. Son ancien employeur avait signalé son licenciement comme étant pour faute grave, et la vente d'appareils médicaux est un petit monde. Il a fini par accepter un boulot d'entrepôt en équipe de nuit, pour un tiers de son ancien salaire. Les visites mensuelles de l'assistante sociale, ont continué. Reçu de courses obligatoires. Vérification d'assurance obligatoire. Bulletin de notes obligatoire. Le point de non-retour a été atteint en avril. Mon père a enfreint les termes, par de petites manœuvres faciles à nier. Il a redirigé les factures de la maison vers une boîte postale, pour que je ne puisse plus suivre les dépenses. Il a forcé ma mère à passer aux courses les moins chères possibles, de sorte que mon accès à la nourriture respectait techniquement l'accord, alors que la qualité chutait, pour devenir à peine mangeable. Et, il a lancé une campagne, pour détruire ma réputation auprès de la famille élargie. Je l'ai appris par mon cousin, qui m'a appelé et avait l'air secoué. « Mec, ton père a appelé ma mère hier soir. Il raconte à tout le monde, que tu fais une sorte de dépression nerveuse, ou un truc du genre. Il a dit que tu inventais des histoires sur eux, pour attirer l'attention. » Qu'est-ce qu'il a dit, exactement? Que tu as mêlé les services sociaux à tout ça pour rien, et que tu es manipulé par un voisin. Il a aussi appelé grand-mère. Elle t'a laissé un message vocal, pas vrai? Le message vocal de ma grand-mère, disait qu'elle priait pour que je reçoive l'aide dont j'avais besoin. Ce message vocal a brisé quelque chose en moi, que je ne savais même pas encore intact. Il ne se contentait plus seulement de me négliger. Il coupait tous les liens familiaux que j'avais, comme une frappe préventive contre la vérité. C'était la limite à ne pas franchir. J'ai appelé mon contact à l'aide juridique, et je lui ai dit que je voulais porter l'affaire devant le tribunal de la famille. Elle a été honnête. Elle ne pouvait pas me représenter, mais elle m'a mis en contact avec un avocat spécialisé en droit de la famille, qui acceptait des affaires pro bono, via l'association du barreau du comté. Il a fallu 2 semaines, et 3 entretiens, avant qu'un avocat n'accepte de prendre mon affaire en charge. Les 2 semaines les plus longues de ma vie. Le dépôt du dossier a déclenché une enquête, qui a obligé mes parents à remettre leurs déclarations financières, des plans d'éducation, ainsi que des références de moralité. Lorsqu'ils ont donné comme référence leurs amis de l'église, et leurs contacts du syndicat de copropriété, ces personnes ont reçu des appels téléphoniques, de la part d'un enquêteur nommé par le tribunal. Soudain, la fiction privée qu'ils avaient entretenue pendant des années, était examinée par quelqu'un, qui avait le pouvoir de citation à comparaître. Les références de mon père, l'ont détruit. 3 d'entre elles ont mentionné de façon indépendante, qu'il m'avait qualifié de mentalement instable. L'enquêteur a comparé cela avec mon dossier scolaire. 0 problème disciplinaire, des notes en amélioration, et des éloges de la part de mon professeur d'atelier. Le fossé entre l'histoire de mon père et la réalité était tellement énorme, que l'enquêteur l'a signalé, comme une preuve de manipulation délibérée. Ma mère a essayé de limiter les dégâts en coopérant, mais elle a commis une erreur critique. Au cours de son entretien, elle a elle-même abordé le sujet du contrat de loyer, en le qualifiant de malentendu. Elle ne réalisait pas que l'enquêteur en avait déjà une copie. Confrontée aux documents réels exigeant 400 par mois d'un jeune de 15 ans, elle a avoué que mon père l'avait écrit. Qu'elle avait accepté des choses qu'elle n'aurait pas dû, et que la situation à la maison avait été bien pire que ce que quiconque imaginait. Cela a brisé leur front uni, pour de bon. Le juge du tribunal de la famille a tout examiné, en juin. Absolument tout. Le classeur, les photos, les lettres, les rapports de police, les dossiers des services sociaux, et les conclusions de l'enquêteur. Le juge a ordonné des cours de parentalité obligatoires, pour eux deux.
Une surveillance continue par les services sociaux pendant 12 mois, et, il a nommé un tuteur, ad litem, pour superviser mon bien-être. Le juge a également émis une conclusion officielle, déclarant que les deux parents s'étaient rendus coupables de négligence financière envers un enfant mineur. Cela a été inscrit dans leur dossier permanent, auprès des services à la famille. Mon père s'est assis dans cette salle d'audience, et a écouté un juge le qualifier de parent négligent, pendant qu'un greffier tapait chaque mot. Ma mère s'est assise à côté de lui, les mains sur les genoux. Aucun des deux ne m'a regardé. Leur cercle social s'est asséché, après cela. Leurs amis de l'église changeaient de trottoir, près de l'épicerie. Le syndicat de copropriété a évincé mon père du conseil d'administration. Rembourser l'hypothèque est devenu impossible, avec son revenu réduit. Et dès le mois d'août, ils ont mis la maison en vente, la vendant à perte, pour éviter la saisie immobilière. La maison qu'ils avaient utilisée comme décor pour leur comédie de famille parfaite, a été vendue à un jeune couple, pour 20 000 $ de moins que ce qu'ils devaient. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres, de l'autre côté de la ville. Mais le moment qui a véritablement tué leur réputation, ce ne fut pas le dossier judiciaire. Ce fut un dimanche de juillet, lors d'une fête de quartier à laquelle ils n'avaient pas été invités, mais où ils se sont tout de même pointés. Mon père s'est approché d'un groupe de pères autour du barbecue, et a essayé d'agir normalement, en faisant des blagues, et en faisant son numéro habituel. Phil était là. La femme de Phil avait été interrogée, au cours de l'enquête. Phil n'a rien dit de dramatique. Il a juste regardé mon père, puis a détourné les yeux, et a continué à parler à quelqu'un d'autre. Mon père est resté planté là quelques secondes, la main à moitié tendue pour une poignée de main, que personne n'a prise. Il a ri d'une chose, que personne n'avait dite. Un de ces rires forcés, qui met tout le monde mal à l'aise. Puis, un autre voisin a dit quelque chose comme « Eh, tout va bien à la maison ces jours-ci » sur ce ton neutre, qui laissait clairement entendre qu'il connaissait déjà la réponse. Mon père a commencé à dire quelque chose sur la vie privée et les affaires de famille, mais, il s'adressait à des dos, qui s'étaient déjà tournés. Personne n'a crié. Personne n'a fait de discours. Ils ont simplement cessé de l'inclure, comme s'il était déjà parti. Ma mère a tiré sur son bras, après qu'il soit resté environ 2 minutes à la périphérie du groupe, essayant de trouver une ouverture qui n'existait pas. Et ils sont rentrés à la maison. Parfois, le rejet le plus silencieux, est celui qui coupe le plus profondément. Mon cousin a fini par revenir à la raison, après que les conclusions du tribunal ont atteint la famille. Il m'a dit qu'un tas de proches s'étaient discrètement excusés entre eux, pour avoir cru la version de mon père. Ma grand-mère ne m'a jamais appelé directement, mais, mon cousin a dit qu'elle avait complètement cessé de parler à mon père. La confrontation finale a eu lieu en septembre. J'avais 16 ans. J'ai été accepté dans un programme de double cursus, au collège communautaire. Mon patron m'avait confié plus de responsabilités, à l'atelier. Vince m'a aidé à ouvrir un compte d'épargne destiné à l'université, avec plus de 4 000 $ dessus. La majeure partie gagnée à l'atelier, une autre partie provenant de mon travail en électronique, que j'avais reconstruit après le coup dur initial. Mon professeur d'atelier m'a écrit une lettre de recommandation. J'étais à la table de la cuisine en train de faire mes devoirs, quand mon père s'est assis en face de moi. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que son âge, complètement usé. Ma mère se tenait dans l'encadrement de la porte, derrière lui. Il s'est raclé la gorge, comme s'il avait répété son texte. Les choses ont dérapé de tous les côtés. Je pense que nous pouvons être d'accord là-dessus. Je n'ai pas levé les yeux de mon manuel. Les familles traversent des mauvaises passes, a-t-il dit. Mais nous restons soudés. C'est ça que signifie être une famille. J'ai fermé le manuel, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as arrêté de me nourrir, quand j'avais 13 ans. Tu as verrouillé le garde-manger. Tu as essayé de prendre mon argent. Tu as débarqué à mon travail, en hurlant. Tu as raconté à toute la famille, que j'étais fou. J'ai fait une pause. Ça, ce n'est pas une mauvaise passe. C'est un choix. Et tu as fait ce choix, chaque jour, pendant 3 ans. J'essaie de. Je n'ai pas fini. Je ne te hais pas. La haine demande de l'énergie. Une énergie que je ne peux pas gaspiller pour toi. Mais, je ne te ferai plus jamais confiance. Chaque décision que je prendrai à partir de maintenant,
et pensez pour que je n'ai plus jamais besoin de quoi que ce soit, de la part de l'un de vous deux. Ce n'est pas de la colère. Ce sont juste des mathématiques. Mon père m'a dévisagé. Ma mère s'est essuyé les yeux, dans l'encadrement de la porte. Aucun d'eux n'a argumenté. Il n'y avait plus rien à contester. Je suis retourné à mes devoirs. Ils sont allés dans le salon. J'ai entendu la télévision s'allumer à bas volume. Une émission de télé-réalité, que ma mère aimait bien. Des bruits normaux, dans une maison qui n'avait pas semblé normale, depuis 3 ans. C'était calme, cette nuit-là. Pas un calme tendu. Pas un faux calme. Le genre de calme qui s'installe, après que quelque chose a été brisé de bout en bout, et que tout le monde sait que c'est irréparable. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous proposer des histoires toujours plus nombreuses et meilleures. Merci.